Alors pour ouvrir cette nouvelle plénière, je vous demande d'accueillir deux autres personnages. Nicolas, reste avec nous, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Mais aussi Bruno Maltor, qui est aujourd'hui le plus gros influenceur voyage. C'est comme ça qu'on le présente un petit peu partout. Donc on a longuement débattu avec Bruno, influenceur, instagrammeur, blogueur, youtubeur. On ne sait plus trop comment l'appeler, mais on va en débattre, puisque c'est l'objet. Et Patrice Béguet, bien sûr, de BPI France. Venez Patrice, venez avec nous. Alors pour ce qui est de Bruno et Nicolas, vous vous connaissez déjà depuis un moment. Bruno, vous avez fait connaissance avec Patrice, qui est vraiment incontournable ici. Et on va ensemble parler de la marque. Pourquoi construire en fait une marque forte? Pourquoi c'est fondamental d'avoir une marque forte pour la faire durer, la faire exister? Aujourd'hui, les marques, elles ont toutes leur mythologie, elles ont leur histoire propre. Et c'est précisément ce qui fait qu'on les identifie, qu'on les reconnaît. Voilà, vous êtes tous trois spécialistes dans ce domaine. Patrice particulièrement, parce que vous avez une expérience assez colossal dans le domaine. Vous avez travaillé pour des marques comme Canal+, la BPI aujourd'hui évidemment, mais d'autres, j'en passe. Je vous laisse expliquer parce que vous le ferez mieux que moi. Et c'est des années de travail et de connaissances et d'expertise autour de la marque. Je vous en prie, Patrice. Vous voulez que je vous parle de quoi? Racontez-moi un petit peu votre parcours déjà, qu'on sache pourquoi vous êtes celui qu'il nous fallait. Alors le parcours peut-être pas, mais les marques. Un parcours de marque. Bien sûr. En fait, je crois qu'une marque, c'est avant tout un destin. Une marque, j'ai écouté votre intervention, c'est jamais facile de parler face à une seule, et là ce qui va être sympa c'est qu'on va pouvoir débattre, en fait une marque c'est fait pour marquer. Ça vous paraît très bête comme idée, mais c'est un petit peu ça, marquer les esprits, mais surtout marquer les cœurs, marquer du bonheur, parce qu'une marque c'est du soleil. Et moi je suis très content que des entrepreneurs ici aient créé un nouveau rendez-vous qui s'appelle In 2 Days, et pour moi c'est ça une marque, c'est avoir une idée, avoir un point GPS loin, et puis y aller. Faire partie de cette génération qui est à ma gauche, tous les deux, cette génération hashtag même pas peur. Tu me disais tout à l'heure, tu étais confortable très bien à TF1, et puis tu as décidé de monter sur la table, thorax devant, et puis tu y vas. Vous, en montant votre boîte, c'est un peu ça. On a l'image. Les marques, c'est des gens. Et donc, en fait, si j'ai à vous parler d'expérience, pas tellement, mais des marques. Moi, en fait, je suis arrivé dans ce monde-là, je devais être prof de maths, donc je suis vraiment arrivé par accident. Et en fait, j'ai rencontré une personne, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 85, c'était le début de Canal+. Et j'ai rencontré celui qui est un peu mon maître à penser, alors ça va faire plaisir à tout le monde, qui s'appelle Coluche, Michel Colucci, qui m'avait pris en fait dans son émission, donc tu vois, c'est un peu de l'audiovisuel. À cette époque-là, ces stars-là aidaient les jeunes. Et je lui ai trouvé ça formidable. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je lui ai dit, il me dit, tu m'as l'air dans la merde. Je lui dis, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis étudiant. Il me dit, c'est ce que je te dis, tu es dans la merde. Alors rendez-vous compte, à cette époque-là, on vous disait que c'était difficile d'être étudiant, après c'est difficile d'être entrepreneur. En fait, non. Je pense que pour entreprendre, il faut aimer. Et puis en même temps, il faut aimer pour entreprendre. Alors, en fait, après cette rencontre-là, il m'a dit, je t'amène voir le vieux. Et le vieux, à l'époque, il s'appelait André Rousselet. C'était le président de Canal+. Et cet homme-là avait l'idée de créer des thématiques. Parce qu'il se disait, les chaînes généralistes, c'est en 85, les chaînes généralistes, c'est mort. Vous vous rendez compte? En 85. Et donc, il faut segmenter l'offre. Et segmenter l'offre, c'était, au départ, ni plus ni moins, créer une chaîne de sport, etc. Donc, on a créé TV Sport. Il fallait faire une chaîne internationale. Donc, il y avait Screen Sport en Angleterre, Sportcanal en Allemagne, Sportnet aux Pays-Bas. Et donc, on a créé cette marque qui s'appelle Eurosport aujourd'hui. Après, j'ai voulu découvrir l'envers du décor. Envers du décor, c'est connaître le côté opérateur, c'est créer le câble, ici notamment à Cannes, avec France Télécom Câble. Voilà. Merci Patrice, et c'est pour ça qu'on avait besoin de ton expertise. Nicolas de Dianou, vous êtes le fondateur de We Like Travel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que We Like Travel? C'est une agence de communication, mais dites-nous dans le détail en quoi ça consiste en fait. Oui, c'est une agence de communication qui est spécialisée dans le tourisme, mais aussi dans les réseaux sociaux. Et donc dans l'accompagnement des marques sur leur performance nationale, internationale, dans cette jungle, alors qui n'en est à la fois une et pas une, mais qui est du moins extrêmement dense et en refonte permanente, avec notamment les algorithmes qui posent pas mal de problèmes, et des comportements et des tendances assez récentes sur le marketing d'influence. Le comportement. Sur les métiers que sont le community management, la gestion des réseaux sociaux, la stratégie. Tout ce qui est du conseil, là on parlait de storytelling et de marque, on est effectivement obligé de
d'apporter une couche stratégique pour donner les grands axes de ce que va être la marque demain et sa déclinaison, ainsi que pour tout ce qui est la production de contenu et l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est la publicité. Aujourd'hui, il n'y a pas de marque qui a du succès, d'histoire qui a du succès sans amplification. Et l'amplification, c'est de la pub. Il y a différents moyens de le faire, cette publicité, raconter ces histoires-là. Un des exemples, c'est Bruno Maltor, c'est les influenceurs. Alors, c'est pas tout, peut-être, mais c'est beaucoup pour la nouvelle génération. Les marques s'y intéressent de plus en plus. Bruno, comment fait-on? C'est la première question que je vous ai posée ce matin quand vous êtes venu sur le plateau télé, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes en particulier, qui se posent cette question-là. Comment on devient influenceur? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Je vais faire une story, ça y est, je suis connu, je suis très content. Non, c'est beaucoup de boulot. Vous me disiez, ça fait 6 ans que vous travaillez pour ça. Alors, je sais pas si mon micro marche. Ouais, en fait, je pense que la première chose, effectivement, afin de devenir influenceur, c'est qu'il faut avoir beaucoup de passion, parce qu'en fait c'est un métier, on ne se rend pas forcément compte quand on regarde les gens qu'on suit, mais ils travaillent énormément. Tous les gens qui sont influenceurs, désolé, j'aime pas ce terme, mais je vais le dire 40 fois parce que c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. On n'en a pas d'autres. Tous les gens que je connais qui sont influenceurs, ils travaillent 7 jours sur 7, franchement 24 heures sur 24. Quand on se lève, on répond aux gens qui nous écrivent, on va créer du contenu, on va le promouvoir ce contenu, enfin on va vraiment faire beaucoup de choses afin que notre métier continue à grandir. Donc comment devenir influenceur? Être passionné et créer du contenu créatif et qualitatif. C'est ce que je fais comme créneau depuis le début. Je ne fais pas une vidéo par jour sur mes réseaux, j'en fais environ une par semaine, mais c'est une vidéo qui est quali, qui est bien montée, qui est propre et qui donne envie de voyager. Comment font les marques pour entrer en contact avec vous? Comment elles viennent vous chercher? Sur quels critères? C'est quoi leur méthode d'approche? Alors, si une marque veut travailler avec moi, elle me contacte par email globalement. Mon email est trouvable assez facilement sur mon blog Voyage, qui a 2 millions de visiteurs uniques, qui s'appelle Votre Tour du Monde. C'est comme ça que tout a commencé d'ailleurs. Par Instagram aussi, pourquoi pas. Mais l'idée vraiment, c'est de se renseigner d'abord sur ce que je fais, ce que je disais dans notre conférence. C'est ne contactez pas un influenceur parce qu'il a une grosse communauté. Contactez-le parce que son univers vous parle, parce qu'il fait des choses qui vous semblent pertinentes par rapport à votre marque, office de tourisme ou compagnie aérienne. Ça, c'est méga important. On ne va pas contacter un influenceur uniquement parce qu'il y a des gros chiffres, mais parce qu'il fait des choses qui nous parlent. Nicolas de Diano, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit les influenceurs, c'est génial, mais ça ne peut pas être tout non plus. Alors que nous, on aurait tendance à se dire oui, c'est 80% du job. S'il y a un garçon comme Bruno qui a 300K, 400K sur ses comptes, c'est monstrueux et ça suffit. Vous me dites non. Fais gaffe à ce que tu dis, Nico. Non, pas du tout. Je sais que c'est ce non, qui ça vous suffit oppose. pas du tout. Déjà parce que vous avez vu l'âge de Bruno et son positionnement. C'est quelqu'un qui va permettre de toucher une cible de millennials, plus ou moins jeunes, mais de millennials, et qui sont essentiellement sur ces canaux-là. Ça va pas toucher les seniors, ça va pas toucher les familles, ça va peut-être pas toucher des gens qui aiment la gastronomie, qui aiment le sport, parce que Bruno ne fait pas beaucoup de sport, malheureusement. Si. C'est votre Quand même. fête. Je le prends très mal. T'as raison. Et c'est insuffisant. En fait, on a souvent dit dans la profession, les influenceurs ne feront pas le job à votre place. Le job à votre place, c'est quoi? C'est d'écrire ce que c'est la marque, c'est d'écrire son intention, c'est d'écrire son application. Et c'est là où vous intervenez précisément Oui, Nicolas. notamment. On n'est pas les seuls. On n'est pas une agence proprement de marque, mais on est une agence qui décline et qui aide les marques à se projeter dans un univers social média qui a complètement changé. On a aujourd'hui des marques, Cannes la première, qui est en train de se révolutionner, qui est en train de se métamorphoser. De nombreuses destinations, de nombreuses compagnies aériennes, tour opérateurs du secteur du tourisme, et pas que, n'ont pas encore opéré la mutation de la marque 2.0, ou, même si ce terme est un peu galvaudé, qui va permettre de ne pas partir sur des coups, on va faire des influenceurs, on va faire des blogueurs, ça ne veut rien dire, mais qui est bien de décliner son identité, son objectif et ce qu'elle veut être à travers des canaux, à travers des tuyaux, à travers des supports qui ne sont que le véhicule des valeurs qu'elle veut transporter. Patrice, justement, vous allez faire office d'arbitre un petit peu entre ces deux écoles, pas opposées, complémentaires bien entendu, mais c'est quoi votre regard, vous, avec toute l'expérience que vous avez justement de la marque, de la naissance d'une marque, de sa construction, pour la faire durer dans le temps? Qu'est-ce que vous dites de tout ça, de ces débats-là d'aujourd'hui? Moi, je crois que les deux personnes qui sont à côté de moi, d'abord, elles sont vertébrées par des valeurs. On parlait en backstage là tout à l'heure de l'évolution du monde du tourisme. Et je pense que quand il y a 4 valeurs, vous êtes en fait des entrepreneurs tous les deux, ni plus ni moins. En fait, c'est le métier le plus dur que vous faites, mais le métier le plus beau. Parce qu'il y a de la liberté, il y a de la créativité, il y a de l'innovation. Et je pense que Et une équipe. Et une équipe. Et justement,
je pense qu'il faut être vertébré par 4 valeurs dans ce monde entrepreneurial, en particulier dans le monde du tourisme. C'est d'abord la simplicité, la proximité, mais la proximité humaine. C'est-à-dire que dit digital ne veut pas dire proximité humaine, oubliez, loin de là. Et puis, pour pousser des projets comme ça, c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'optimisme, beaucoup de force qu'il faut. Et puisqu'on se réunit ici dans le domaine du tourisme, moi, je dois vous dire que j'ai été bluffé par une marque récemment. C'est un groupe allemand qui a développé une filiale en France qui s'appelle FTI, que vous devez connaître. Et en fait, ils sont en train, avec ces 4 valeurs-là, avec leur réseau, en faisant des choses très concrètes vis-à-vis des consommateurs, de créer ce qu'ils appellent le FTI Prestige, c'est-à-dire toucher une couche de gens déçus de certains clubs et de pouvoir les récupérer avec un programme premium, avec un accompagnement fort. Et là, je me dis, ces gens-là, ils ont tout compris. Qu'est-ce qui est indispensable aujourd'hui, Patrice, Nicolas, notamment dans une marque, pour faire une marque? Du bon sens, de l'envie, de l'ambition. Au même titre que, moi je pense, je voulais dire à l'introduction, que In2Days va devenir une grande marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir rassembler plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, comme vous le faites ici à Cannes, avec des Français, avec des étrangers, enfin, on sent qu'il y a un truc qui bouillonne ici. Moi je suis arrivé, j'ai vu tout de suite un patron allemand, ensuite un Américain, ça bouillonne, et plein de Français, et c'est ce qu'il faut. En fait, les entreprises aujourd'hui qui innovent et qui vont à l'international font croître leur marque. Et en fait, font croître leurs chiffres et font croître l'emploi. Simple, hein? Bruno, comment vous fonctionnez pour valoriser une marque? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Vous travaillez en amont sur la marque, vous apprenez à la connaître, vous passez du temps, vous intégrez, je ne sais pas, leurs locaux, comment ça se passe? Ouais, les marques, on va vraiment, en tant qu'influenceur, on va vraiment les intégrer de façon naturelle dans notre univers. On ne va pas faire l'inverse. On ne va pas essayer de s'intégrer à l'univers de la marque. C'est plus dans une approche différente qu'on va collaborer. Par exemple, je ne sais pas, j'ai travaillé avec Samsung il y a 2 ans. Ils avaient une caméra à 360 degrés. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette caméra avec moi un peu partout autour du monde pour créer du contenu sur mes réseaux avec cette caméra à 360. Par exemple, j'étais en Polynésie, donc assez cool pour le coup, sur un bateau avec des chanteurs. Donc en fait, il y avait vraiment un vrai sens à utiliser cette caméra. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gars qui chantaient derrière moi. Il y avait une vue de ouf à droite. Il y avait l'eau cristalline bleue paradisiaque, comme on peut l'imaginer en Polynésie. Donc dans ces cas-là, on va créer une histoire avec le produit, mais parce qu'elle s'intègre naturellement dans mon univers à moi. Ça n'a pas été l'inverse. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses. Je pense que quand on travaille avec un influenceur, il faut s'imprégner de son univers avant d'essayer de le forcer à dire des mots-clés, etc. C'est à nous de s'approprier les produits, en fait. Nicolas de Dianou, peut-être que vous avez une position un peu différente de celle de Bruno. C'est quoi? On fait équipe ou alors vraiment la marque doit séduire à tout prix l'influenceur? Elle fonctionne comment, cette relation, pour qu'on comprenne? C'est compliqué quand même, cette relation-là. Pour certains, c'est simple, pour certains, c'est compliqué. Il faut amener la notion de l'incarnation qui n'est pas du tout évidente pour certaines marques. C'est difficile, c'est un vrai travail de lâcher prise pour certains décideurs, parce que derrière une marque, il y a des personnes. Hein. Il y a des décideurs qui sont plus ou moins volontaires, plus ou moins en capacité de lâcher prise et de dire « ok, là, on est sur quelqu'un qui va pouvoir chambouler des lignes, que ce soit quelqu'un qui va le faire en interne, en sous-marin, à travers du consulting, ou quelqu'un qui va le faire de manière beaucoup plus visible, de manière beaucoup plus féroce aussi, qui est un influenceur qui va ne pas mâcher ses mots, qui va dire la vérité, qui va montrer avec véracité. C'est quand même une recherche de véracité. Le succès du vlog aujourd'hui, il est lié, et excusez-moi, mais je dois le lier à des événements récents en France, qui sont sur un besoin d'authenticité, de véracité, de montrer la réalité telle qu'elle est, et d'une saturation des consommateurs sur les marques qui racontent parfois des cracks. Quand je dis que le Nutella, c'est pas des brocolis, il y a un moment où il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Quand on parle d'expérience à tout bout de champ, en montrant des couchers de soleil et puis des familles avec des gamins qui sont assis sur un apron en train de faire un pique-nique avec une voix off et puis un truc ralenti et un drone au-dessus. Je dis pas qu'on le fait pas, parce qu'il y a un moment où il faut avoir les fondamentaux de vidéo et de contenu en stock, mais quand on a un message à faire passer, il va falloir trouver une incarnation, il va falloir trouver un discours. Et les marques, certaines marques, alors tout le monde n'est pas Michel et Augustin, certaines marques n'arrivent pas à faire ça. Alors justement, vous me disiez... Danone, je termine juste sur ça, Danone n'a pas réussi cette transformation. Et Danone a racheté Michel et Augustin
pour intégrer dans leurs équipes cette manière de faire du storytelling et cette manière de montrer la marque. Quand une marque vient vous voir, Nicolas de Dianou, comment vous procédez? Elle vous dit, voilà, j'ai envie de pimper mon audience, j'ai envie que ça marche pour moi, comment je m'y prends? Il m'appelle. J'appelle Bruno et je me mets à pleurer, je me mets en PLS. Non. Nous avons une méthodologie, on est une trentaine de personnes, nous avons une méthodologie d'approche qui est d'abord de poser les questions et les bonnes questions sur qu'est-ce qui a été fait depuis le début et pourquoi. En général, quand on a un démarrage d'accompagnement, aujourd'hui, en 2019, on ne part pas d'une feuille blanche. Toutes les marques ont déjà une page Facebook, un compte Instagram, etc. Dans 80% des cas, c'est très mal fait. Et ce n'est pas très mal fait parce qu'il y a une mauvaise intention, c'est juste parce qu'il y a des techniques qui ne sont pas maîtrisées, un discours qui n'est pas harmonisé, des services qui sont cloisonnés. Nous, on a déjà cassé des murs foncièrement chez nos clients, cassé des cloisons pour que les services se parlent entre eux. Il y avait parfois des marketeurs qui étaient en face et qui ne se parlaient pas depuis 5 ans. Comment voulez-vous que l'histoire de la marque soit performante quand en interne, et ça démarre par les RH, je vais rebondir sur ça ne fonctionne pas. Sur ce que disait Patrice, il y a quand même un monde entre, vous le disiez, une marque, c'est la volonté, les valeurs, l'intention. On voit qu'il y a des barrières quand même qui se mettent en travers de la route rapidement, des barrières techniques en fait. Quel regard vous portez là-dessus? Je pense que quand vous parlez de barrières, c'est barrières humaines, je suis assez d'accord. En fait, c'est les gens qui se créent des barrières. Le champ des possibles, c'est aussi l'humain. Il faut s'adapter à la technologie aussi. Il faut anticiper. Je crois qu'aujourd'hui, et puis il y a l'univers des marques. Il y en a une dont je n'ai pas parlé, dont je m'occupe aujourd'hui, qui s'appelle BPI France. On dit BPI France. BPI France, autour de BPI France, il y a la French Tech, puisqu'on avait lancé la French Tech il y a 6 ans. Maintenant, on a lancé la French Fab, le coq bleu, le petit frère de la French Tech. C'est en fait tout simplement... vous savez, à un moment, on parle aussi beaucoup d'étendards. On vit dans un pays, on est dans le salon du tourisme, mais on vit quand même dans le pays le plus beau du monde. Hein. J'espère que c'est traduit dans toutes les langues en même temps. On est dans le plus beau du monde parce qu'on a une liberté d'expression, on a une liberté d'action. Et en fait, moi, je ne crois pas beaucoup au virtuel seul et au factuel seul. Je pense que quand on a monté BPI France, par exemple, on nous a dit, alors quelle campagne de communication vous allez faire? Ben, aucune. Vous ne croyez pas qu'avec l'argent qu'on a et qu'on met chez les entrepreneurs, on va se payer des campagnes de pub? Non, pas du tout. En fait, on a créé les événements, comme BPI France InnoGénération, qui rassemble 43 000 entrepreneurs que vous connaissez bien, hein, à Bercy en octobre, ce sera le 10 octobre prochain. On a créé cette tournée-là, qui vient de démarrer sur la French Fab. En fait, quand on dit qu'on relance dans tous les territoires l'industrie, ce n'est pas de faire une opération à Paris, ça n'a aucun sens. C'est tout simplement d'aller faire dans les 60 territoires vraiment d'industrie forts une tournée pour rencontrer les lycéens, pour rencontrer les étudiants, parce que c'est déjà les deux qui vont faire l'industrie de demain, et puis qu'il y ait les industriels qui travaillent avec. Et derrière, oui, c'est vrai qu'on nous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais parce que c'est une résultante. Si le contenu n'était pas bon, c'est très relayé. Ça serait relayé de manière différente. Là, c'est vrai que c'est très relayé. C'est vrai que maintenant, il y a des directs tous les jours de France 3, de CNews, de TF1, etc., dans tous les journaux. Et je remercie beaucoup Jean-Pierre Pernaut, parce que même si CNews, ce n'est pas forcément TF1, ils prennent des risques en disant, voilà, on va suivre ça. En fait, je pense qu'il faut dépasser les clichés. Et les marques, c'est ça. C'est ça, dépasser les clichés. Savoir sortir d'une image, peut-être, évoluer avec son temps, savoir se réinventer. Il faut anticiper les tendances. Ce n'est pas évoluer avec son temps. Il faut aller au-devant de ça. C'est-à-dire qu'il faut penser. Et donc, ça veut dire que c'est une équipe. Les organisations, quand on vous dit l'organisation, il y a la direction de la marque, la direction de la pub, il y a la direction... C'est chiant. En fait, non. C'est tous les gens que tu vois, toi, au quotidien, que tu essaies d'influencer dans un sens ou dans un autre, parce que c'est du bon sens. L'influenceur de sens, c'est du bon sens avant tout. Si tu n'as pas envie d'aller sur un sujet, si tu n'as pas envie de prendre un client, toi, contrairement à beaucoup de boîtes, tu es libre. Ça, c'est une chance. Donc l'autre axe, c'est la liberté. Alors justement, Bruno, Patrice me lance la perche. Comment une marque te séduit? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi? C'est par rapport à mes valeurs personnelles avant tout, parce que moi, en fait, en tant qu'influenceur, si on me suit notamment, c'est parce que j'ai ma passion pour le voyage, mais aussi parce que j'ai des valeurs qui me sont propres. J'ai pris un exemple tout à l'heure qui était assez bête. Ça fait 3-4 ans déjà que je suis végétarien. Je suis assez engagé par rapport à la protection animale depuis assez longtemps pour le coup. Et il y a un zoo qui m'a contacté sur Twitter en direct. Il y a environ 1 an, un zoo français, qui m'a dit « Ah, ça vous dirait pas de venir dormir une nuit au plus près des loups dans notre zoo ?»
En fait, non. Enfin, c'est mes valeurs personnelles qui ont fait que j'ai répondu LOL sur Twitter, je pense, et que du coup, ça leur a valu pas mal de mauvais commentaires derrière parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se renseigner sur mon univers. Donc ouais, ça va d'abord être mes valeurs personnelles qui vont faire que je vais m'intéresser à une marque ou pas. Pour pas la citer, il y a une grosse marque américaine de fast-food qui m'a contacté il y a pas longtemps. Clairement, ils n'ont pas pris le temps de se renseigner sur ce que je fais non plus, parce que s'ils avaient pris le temps, ils sauraient que je suis végétarien, que je n'ai pas envie de promouvoir ce genre de choses sur mes réseaux. Donc il y a des erreurs de ce côté-là, il y a quelques errances quand même. Ouais. Non, mais... quels sont aujourd'hui les meilleurs supports, selon vous, messieurs, pour communiquer sur sa marque? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a quand même des stories, tu me disais, Bruno, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le format le plus intéressant en 2019. C'est les stories sur Instagram, notamment, parce qu'il faut savoir qu'Instagram a piqué ça à Snapchat il y a 3-4 ans. Moi, ça fait vraiment 3-4 ans que j'adore ce format. Nico peut en témoigner. C'est un format qui, dès le début, j'ai senti quelque chose d'intéressant. Ça permet de raconter de vraies histoires, beaucoup plus que sur Instagram, on va partager une photo. Il faut savoir que, franchement, au moins 6-7 fois sur 10, les légendes ne vont pas être lues sur Instagram. On va juste s'arrêter au visuel. Si on regarde ta story, par contre, on va vraiment prendre le temps de suivre l'histoire que tu vas raconter. Donc moi, quand je suis en voyage, à chaque fois, je vais faire une dizaine de stories par jour, pas plus parce que sinon c'est beaucoup trop. Et du coup, je vais pouvoir vraiment raconter des choses. C'est vraiment le storytelling, c'est un peu le mot-clé des stories. Et Nicolas de Diano, pardon. Tu surfes aussi sur deux tendances qui sont le fear of missing out, qui est quelque chose de très important. Quand on écrit l'histoire d'une marque et quand on écrit un contenu, on essaie de tenir en haleine son audience et on a la chance aujourd'hui, grâce aux algorithmes, en tant qu'annonceur, d'avoir généré, heureusement ou malheureusement, le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire, et je crois qu'on a parlé de neurologie ce matin, la capacité du cerveau à avoir une addiction extrêmement forte à ce type de contenu et de nouveaux codes narratifs qui disparaissent au bout de 24 heures, et qui, par conséquent, crée une addiction extrêmement forte à une personnalité comme toi, mais aussi à certaines marques. Et des deux côtés, sans doute. Du côté de Bruno également, peut-être. Et le FOBO également, qui existe, qui est le Fear of Better Options, qui est cette technique aussi, où malheureusement, cette appréhension qu'ont les utilisateurs à arrêter leur recherche pour se dire que là, ils ont fait le bon choix, et qu'ils continuent à écumer des sites, des contenus, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le choix. Et c'est là qu'une marque qui communique bien, qui fait des beaux contenus, qui se fait aider, et qui trouve les bons supports. Qui trouve les bons supports, les bons véhicules. Mais encore une fois, c'est Facebook aujourd'hui qui cumule quand même 35 millions de Français, 2 milliards d'utilisateurs. Donc Facebook quand même domine le monde, il faut quand même dire la vérité. Peut-être que demain, ce sera TikTok, peut-être que ce sera Pinterest, mais c'est le fond qui compte, c'est pas que le canal. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pour réussir, une marque aussi, elle doit prendre de l'avance. Et aujourd'hui, être sur Facebook, Instagram, ok, mais tout le monde est déjà dessus. Donc en fait, il faut essayer de se poser la question. On parle de TikTok, par exemple, on ne se rend pas compte en France, parce que TikTok, c'est encore pas mal pour les jeunes, effectivement, mais c'est quand même 500 millions d'utilisateurs, TikTok. On ne s'en rend pas compte. Et il faut essayer de prendre de l'avance, justement. Il y a des marques comme Red Bull, etc., qui sont sur TikTok déjà. Patrice Béguet, avec tout ce qu'on vient d'entendre, et vous qui avez un petit peu de recul, justement, sur l'expérience de la marque, sur sa fabrication, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Ce sera quoi? La marque du futur, elle doit correspondre à quel code? Quelle valeur? Pour répondre juste à votre question d'avant, sur laquelle ils ont répondu, on parlait souvent de plan média avant. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est la France vermoulue, ça, c'est fini. Je pense qu'il faut parler de plan de vie de marque. En même temps que je suis en train de vous parler, c'est comme quand on parle des demandeurs d'emploi. Demandeur d'emploi, le mot, il n'est pas bon. Ça fait demandeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Aujourd'hui, il faut parler d'équipier. C'est comme, je suis désolé, c'est comme dans un bateau. Quand vous avez le bateau, il n'y a pas seul de collaborateurs. Mieux, c'est plus que ça. L'équipier permet de dépasser en fait des limites. Il faut dépasser les limites. Et derrière, moi, quelque chose sur la marque qui, à mon avis, est fondamental. C'est comme dans la vie, ces valeurs humaines. Ces valeurs humaines, elles tournent toujours sur un capital. Et moi, ce capital, c'est le capital de la confiance qu'on a en ses collaboratrices et en ses collaborateurs, qu'on a en ses clients, qu'on a dans l'avenir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire il y a des se plaindre. Vous voyez notre pays. Ce que je vous demande juste, c'est d'aller à l'étranger et les étrangers ne comprennent pas pourquoi on se plaint. On crée des trucs de plainte permanents. Il n'y a pas que les gilets jaunes, il n'y a pas que les foulards rouges, il y a les coqs bleus. Enfin, ils ne se plaignent pas eux. Mais il faut arrêter ça parce qu'on aime se plaindre. On dit que la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Mais ouais, t'as raison, mais non en fait. Et le coq bleu, il faut que. Et en fait, on va irradier ce coq bleu, on va les marier avec le coq rouge. En fait, il y a une énergie créatrice qu'on voit dans ces territoires,
qu'on voit dans cette envie. Moi, je vous le redis une fois de plus, je suis rentré là, il y a une personne qui est venue me chercher, je suis rentré avec 2 collaboratrices qui sont formidables, et j'ai senti quelque chose qui se passait. En fait, quelque chose que vous transcendez, quelque chose que vous transmettez. C'est la règle des 2 T presque, tu vois, parce qu'on a tellement l'habitude. Et ça, il faut le déployer au maximum. Quand j'ai 2 personnes qui sont venues me voir une fois dans mon bureau, qui sont Philippe Mathias et Juliette de Sarnez, je le dis 2 secondes, qui sont venus me dire, en fait, on va créer un événement. Quand ils ont créé cet événement, je leur ai dit, en fait, c'est la suite de Big dans une thématique capitale pour le monde, le tourisme, le voyage, etc. Bravo, on sera là. On est là et je les félicite. Allez, bravo, ce sera le mot de la fin, je crois. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas de Diano. Merci, Bruno Maltor. Et merci, Patrice Béguet, évidemment. On vous retrouve encore dans les allées d'In2 Days. On aura cette chance de venir parler avec vous. Et peut-être, vous pouvez vous incruster sur les stories de Bruno Maltor. On va voir si c'est jouable. Merci beaucoup, en tout cas.